propose qu'on commence. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, madame la rapporteure, notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française poursuit cet après-midi ses travaux en accueillant les représentants de centrales d'achat de produits de santé en milieu hospitalier, le groupement de coopération sanitaire GCS Uni-Achat et le groupement d'intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers RESA. Renaud Cattelan, directeur de l'AGEPS, nous a déjà fourni un éclairage sur le fonctionnement de tels organismes dont le rôle est évidemment crucial dans la chaîne de distribution du médicament, même si l'AGEPS, nous a-t-il expliqué, est une direction acheteuse elle-même de la PHP et non une centrale d'achat comme le sont les institutions que vous représentez. L'Uni-Achat, Union des hôpitaux pour les achats, est représenté par son directeur général, M. Walid Benbrahim, accompagné des pharmaciens coordonnateurs, Mme Véronique Bardet-Bruyère, des Hospices civils de Lyon, et M. Audric Darras, du CHU de Toulouse. L'Uni-Achat est une coopérative d'acheteurs hospitaliers publics français, l'un des principaux acheteurs européens dans le domaine de la santé et l'un des premiers acheteurs publics français, tous secteurs d'activité confondus. Elle fut créée en 2005 par les hospitaliers eux-mêmes dans le but de mutualiser leurs achats et leurs expertises. Elle regroupe aujourd'hui 1312 établissements, dont 123 groupements hospitaliers de territoire, les fameux GHT. Le groupement d'intérêt public RESA, quant à lui, est un autre opérateur majeur du secteur. Il est représenté cet après-midi par Mme Alexandra Doni, directrice générale adjointe, et par le docteur Madame la docteure Juliette Jacob, coordinatrice des achats de médicaments. Créé en 2007 pour assurer la mutualisation des achats hospitaliers pour la région Île-de-France, il a en 2016, à la demande de la DGOS, ouvert l'accès à ces marchés à l'ensemble du territoire national. Alors que le nombre de médicaments connaissant des pénuries ou des risques de pénurie, les médicaments dits en tension, ne cesse d'augmenter, et que l'hôpital, loin d'être prémuni contre ces difficultés, paraît en être tout particulièrement affecté, votre témoignage est évidemment incontournable. C'est à l'hôpital, nous ont dit plusieurs des personnes que nous avons auditionnées, qu'il y a le plus de pénuries. Même si il semblerait qu'en période d'épidémie, et notamment de triple épidémie, les choses soient à relativiser complètement. Mais hors phase critique, il y a des sujets, et en tout cas, il y a un certain nombre de domaines thérapeutiques dans lesquels c'est l'hôpital qui est effectivement concerné. Nous souhaitons donc que vous puissiez, dans un bref propos introductif, présenter votre analyse de la situation actuelle, exposer la façon dont les organismes que vous représentez, qui sont des outils de rationalisation, de mutualisation et d'optimisation des achats, agissent pour prévenir et gérer les ruptures d'approvisionnement de produits de santé, notamment ici, dans notre cas, les médicaments, et nous dire quelles recommandations vous émettriez pour qu'il soit mis fin à ce phénomène désormais chronique et, je dirais, exponentiel, puisque, je vous le rappelle, lors de la mission d'information du Sénat en 2018, nous étions à peu près entre 600 et 700 médicaments en pénurie. Nous atteignions les 2500 à 3000, suivant les territoires, suivant les lunettes que l'on chausse pour regarder. Vous évoquerez notamment les méthodes qui sous-tendent la passation des marchés publics en matière de fourniture de médicaments. Il a été fait référence devant nous à des politiques d'achat et à des critères d'attribution. Donc je mets entre guillemets, je reprends le verbatim de certaines auditions, d'attribution dangereux, le phénomène des méga appels d'offres hospitaliers étant notamment régulièrement pointé du doigt. Ce problème est d'ailleurs bien documenté et la mission d'information sénatoriale de 2018, dans son rapport, soulignait déjà que notre politique de rationalisation des achats de médicaments hospitaliers, en privilégiant la massification des appels d'offres, a entraîné une raréfaction des fournisseurs et la multiplication subséquente des difficultés d'approvisionnement. Vous nous direz si ce constat, que M. Cattelan a semblé relativiser, vous paraît toujours d'actualité. Je vais céder à chacun la parole pour un propos d'environ 5 minutes par institution. Je donnerai ensuite, j'insiste sur les 5 minutes, je donnerai ensuite la parole à Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, qui vous posera une première série de questions. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fait l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal.
Je vous invite donc à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Benbrahim. Je le jure. Madame Bardé-Bruyère. Monsieur Darras. Madame Doni. Madame Jacob. Je vous remercie. Et monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Alors, effectivement, je vais commencer par présenter brièvement le GCS Uniachat. Uniachat, comme vous l'avez précisé, est un groupement public qui a été créé en 2005 par les hôpitaux et pour les hôpitaux. C'est un modèle original sous forme de groupement de coopération sanitaire, une échelle nationale avec aujourd'hui, vous l'avez dit, près de 1300 adhérents, principalement des établissements de santé, établissements publics de santé, très majoritairement. Uniachat a un ADN très important d'ancrage très fort dans les hôpitaux publics qui sont en quelque sorte ses actionnaires, puisque le conseil d'administration est composé de représentants des établissements publics de santé et présidé par un directeur d'hôpital. Un ADN d'ancrage qui se traduit par une organisation très originale autour de 13 sites de production de marché. Il y a un siège qui est situé à Lyon et ensuite les acheteurs, et notamment les pharmaciens dont une partie est avec moi aujourd'hui, sont dans les hôpitaux, auprès des équipes hospitalières, ce qui permet, c'est très important, un vrai ancrage, une vraie qualification du besoin des hôpitaux au plus près de leurs préoccupations, avec un modèle de groupement de commandes notamment qui a fait ses preuves et qui permet de collecter de manière vraiment très fine les besoins des hôpitaux et d'agréger aujourd'hui un volume d'achats qui sont passés via les marchés d'Uniachat d'un total de 6 milliards d'euros en 2022, dont 4 milliards, pas loin de 4 milliards d'euros pour les produits de santé, qui constituent effectivement la première activité d'Uniachat, médicaments et dispositifs médicaux confondus. Uniachat a également d'autres activités, notamment des activités d'achat d'énergie qui sont très importantes, biologie, biomédicale, de matériel et de prestations de services pour le compte, là aussi, de ses adhérents. Alors, je reviendrai d'abord sur la notion de taille critique qui me paraît importante et notamment les notions qui ont été abordées en lien avec le sujet des pénuries de médicaments. À l'origine, Uniachat était effectivement créé pour massifier les achats hospitaliers, donc en 2005, dans un contexte où on demandait aux hôpitaux, et donc les hôpitaux ont créé cet outil pour faire des économies, et faire des économies aux établissements de santé. C'était l'objectif affiché. Dans un marché pharmaceutique notamment mondialisé, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui le marché pharmaceutique mondial représente 1300 milliards d'euros. Donc vous imaginez qu'avec 6 milliards, même 4 milliards d'euros d'achat sur les produits de santé, nous représentons moins de 0,3% du marché mondial, ce qui effectivement pèse finalement assez peu compte tenu des enjeux et des niveaux de discussion que nous avons avec des industriels de très grosse taille. Aujourd'hui, Uniachat a une taille critique suffisante et nécessaire, et nous le défendons pour faire face aux enjeux qui traversent le sujet de l'achat public pour les hôpitaux. Le sujet des gains financiers et des économies est vraiment aujourd'hui, n'est plus le premier enjeu, et n'est plus l'enjeu principal. C'est un enjeu important, et les hôpitaux comptent sur nous pour faire ce qu'on appelle notamment des gains sur achat, mais aussi, et on en vient au sujet des pénuries, comptent sur Uniachat pour sécuriser leurs approvisionnements, comptent sur Uniachat pour décarboner leurs activités de manière très précise. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la taille critique d'Uniachat, c'est plusieurs choses. D'abord, mobiliser, on pourrait y revenir au gré de vos questions, des techniques contractuelles qui sont très différentes et qui nécessitent une vraie expertise, une maturité, qui vont aussi prendre du temps pour les hospitaliers. On a des études qui nous montrent qu'aujourd'hui, un hôpital peut consacrer jusqu'à un équivalent temps plein de pharmacien à gérer les pénuries. Uniachat gère ça pour le compte de ses adhérents, et donc c'est du temps aussi qu'on rend aux pharmacies hospitalières. On mobilise des techniques dites de multi-attribution. Quand on dit des méga appels d'offres, moi je ne sais pas vraiment ce que c'est un méga appel d'offres. À Uniachat, on définit des stratégies d'achat, segment par segment. On découpe nos marchés par aire thérapeutique et on définit des stratégies d'achat qui sont très souvent de la multi-attribution. Donc il est fini le temps où on attribuait uniquement à un industriel un seul marché pour tous les hôpitaux français. On a ces techniques qui ont été notamment préconisées après la crise Covid.
On fait évoluer le poids des critères et aujourd'hui, on a sur certains appels d'offres le critère de prix dont on parlait tout à l'heure qui peut représenter 30% de la note totale. Donc c'est pas une part prépondérante, c'est une part importante parce qu'on est là pour acheter les médicaments et les dispositifs médicaux au meilleur prix, mais on fait aussi la part belle à d'autres critères sur le développement durable et la sécurisation des approvisionnements notamment. On a la capacité aussi de mobiliser des marchés. Uniachat était la première centrale à mobiliser dans le cadre de notre consortium avec nos collègues du RESA à côté de moi, un marché souverain pour les masques et qui a retenu des fabricants européens avec la clause de souveraineté européenne que nous avons été les premiers à mettre en place. On a également, et c'est le deuxième élément sur la taille critique, une capacité d'être présent et d'être là pour répondre aux situations de crise. Là aussi, on pourra y revenir. Nos acheteurs ont été très présents dans la cellule de crise pendant la gestion du Covid, avec une très bonne connaissance du tissu industriel, une connaissance et une capacité à aller chercher des sourcings, à aller vraiment éclairer là aussi les pouvoirs publics sur les achats qui étaient nécessaires dans cette période très tendue. Et puis, dans une crise dont on a peu entendu parler, notamment sur les médicaments dérivés du sang à la fin 2021, une capacité auprès des pouvoirs publics à aller piloter un contingentement dans une période où on avait une pénurie de médicaments dérivés du sang qui aurait pu mettre en péril des prises en charge et qui a été gérée auprès des pouvoirs publics par les acheteurs d'Uniachat. On pourra y revenir tout à l'heure. Enfin, nos propositions, et là aussi nous pourrons y revenir, d'évolution et nos préconisations, qui sont aussi permises avec ce niveau de maturité et d'expertise, elles tournent autour d'une évolution de notre positionnement. Et nous travaillons maintenant depuis plusieurs années autour de la gestion potentielle et future pour le compte de nos adhérents, puisque ce sont nos adhérents qui nous ont demandé des approvisionnements en produits de santé. Aujourd'hui, nous achetons un médicament, nous l'achetons avec l'approvisionnement qui est géré par l'industriel. Et aujourd'hui, à l'instar de ce que fait l'AGEPS, que vous avez cité tout à l'heure, nous travaillons à organiser l'approvisionnement en produits de santé pour le compte de nos adhérents, ce qui nous donnera des leviers complémentaires, notamment des leviers de constitution réelle, de stock réel, puisqu'aujourd'hui nous avons des stocks contractualisés chez nos fournisseurs. Nous pourrons mobiliser des stocks réels avec ce levier supplémentaire, ce qui est un levier qui contrera les pénuries. Et puis des évolutions là aussi dans les thématiques d'achat souverain qui sont très importantes pour Uniachat et sur lesquelles nous avons déjà travaillé sur des sujets notamment de masques. Nous avons l'ambition et les propositions de créer une filière d'achat souverain qui permettra de coordonner les actions des différents acheteurs qui aujourd'hui effectivement l'achat hospitalier est encore assez éclaté et nous avons l'ambition grâce à notre expertise et notre savoir-faire en la matière de coordonner les différentes initiatives, de porter des appels d'offres spécifiques pour là aussi être auprès des pouvoirs publics le bras armé de la politique de réindustrialisation et de souveraineté sanitaire française. Voilà pour mon propos introductif que j'espère n'avoir pas été trop long. Très bien, je vous remercie. Madame Denis. Donc, le RESA est un groupement d'intérêt public, comme vous l'avez dit. On a été créé effectivement en 2007. On était un opérateur régional pour la région Île-de-France. On est à la fois centrale d'achat, mais on a également un centre de ressources et d'expertise, ce qui veut dire qu'on a deux objectifs, à la fois la mutualisation des achats, mais également la professionnalisation de la fonction achat. On a aujourd'hui plus de 2000 établissements avec lesquels on travaille, évidemment du secteur hospitalier principalement, mais aussi toutes sortes d'entités qui agissent dans le domaine sanitaire, médico-social et social, qui représentent environ 2 milliards d'euros d'achats mutualisés par an. Et la partie couverte par les médicaments, puisque c'est l'objet de nos échanges de ce jour, est d'environ 830 millions d'euros par an. On tient beaucoup au terme de mutualisation des achats et non pas à celui de massification, parce que si évidemment il y a un regroupement des quantités, il y a également un regroupement des expertises. Donc le RESA apporte de l'expertise à la fois pharmaceutique, achat, juridique, logistique, de l'expertise en système d'information. Donc ça c'est un point important. Donc on appuie vraiment la mutualisation des achats et pas simplement la massification et la mise en commun de quantités. La centrale d'achat du RESA a été labellisée Relations fournisseurs achat responsable en 2021. Donc c'est un label qui est décerné par le médiateur des entreprises.
qui fait que ont été reconnues des qualités de relations durables et équilibrées avec les fournisseurs. Donc on a bâti l'ensemble de nos politiques achats et de notre organisation d'achat autour des items de ce label. Nous sommes un opérateur national depuis 2016, comme vous l'avez indiqué, mais nous n'agissons pas toujours au niveau national. Nous adaptons notre politique achat en fonction des segments d'achat, puisque nous couvrons l'ensemble des segments d'achat des besoins des hôpitaux. Pour les médicaments, en l'occurrence, nous agissons au niveau régional, de manière historique, mais toujours encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous mutualisons les procédures d'achat pour la région Île-de-France, pour les hôpitaux de la région Île-de-France, qu'ils soient publics ou privés non lucratifs. Et nous mutualisons également les achats à travers une procédure pour les établissements de la région Normandie. Donc ce sont deux procédures d'achat différentes. On travaille avec environ 90 hôpitaux pour le marché Île-de-France et 60 pour le marché normand. En termes de techniques d'achat, ces procédures au niveau régional suivent les préconisations du programme phare de la Direction générale de l'offre de soins, qui préconise pour les achats de médicaments en concurrence de faire un achat au niveau régional. Donc je laisserai de côté la partie des médicaments en monopole. D'autant plus que nous observons que les ruptures sont les plus courantes sur les médicaments dits concurrentiels, qui représentent 25% environ du montant des achats de médicaments. Nos coordonnateurs achats, et le docteur Jacob en fait partie, font des préconisations d'alternatives lorsqu'il y a des ruptures aux adhérents, que ce soit pour le groupement francilien ou pour le groupement normand. Nous avons pendant longtemps aussi basé nos appels d'offres sur un critère prix en visant des gains sur achat, mais notamment depuis la crise sanitaire, nous avons fait rentrer d'autres éléments, notamment des critères de sécurisation liés au mode de production. Et sur certains autres segments d'achat, les masques ont été cités, mais nous portons la procédure des gants dans le cadre du consortium avec Uniachat, des clauses de souveraineté européenne. Nous avons mis en place plusieurs systèmes également dans nos appels d'offres assez classiques et qui ont déjà été cités par plusieurs intervenants à cette commission, de type des pénalités, des achats pour compte, frais et risques, etc. Notre première recommandation serait de travailler sur l'approvisionnement, sur la gestion des flux et des stocks. On pense que c'est une réserve de performance importante. Et ça entraîne pour nous de lancer des réflexions sur la création de pharmacies à usage intérieur de territoire, au moins sur certains types de médicaments, en s'appuyant sur des prestataires externes de type dépositaire pour gérer ces pharmacies. Les hôpitaux d'un territoire pourraient choisir un dépositaire commun. Et quand je dis hôpitaux d'un territoire, ce serait la notion de territoire est bien sûr à définir. Elle pourrait être alignée sur celle du groupement hospitalier de territoire, bien sûr. Notre deuxième recommandation, qui est celle que nous avons déjà faite dans le cadre du groupe de travail auquel nous participons de construction de la nouvelle feuille de route pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France que mène le ministère de la Santé, et de mettre en place une coordination forte par l'État sur les achats de médicaments, qui pourrait conduire à la mise en commun de moyens et d'expertise. On pense que c'est vraiment la mise en commun des moyens d'expertise qui est la clé, avec la mise en place d'un opérateur national unique qui coordonnerait l'ensemble des parties prenantes. Donc il faudrait qu'il y ait un rôle fort de l'État et une participation de l'ensemble des acteurs, des opérateurs achats, tels que ceux qui sont là aujourd'hui, la PHP, l'ANSM, Santé publique France, voilà, toutes les parties prenantes. L'objectif serait de mettre en place une politique achat cohérente au niveau national, avec éventuellement des déclinaisons régionales, et de la mettre en œuvre. Cette idée nous est venue notamment dans le cadre des échanges qu'on mène avec d'autres centrales d'achat hospitalières européennes, puisqu'on est membre fondateur de l'association EPA, qui est une association qui regroupe des centrales d'achat hospitalières européennes, et des exemples d'autres pays. Il y a un opérateur unique national en Norvège, au Danemark, et il y a une politique nationale qui est déclinée régionalement en Angleterre. Donc c'est un exemple qu'on peut regarder, avec un rôle du pharmacien régional qui apporte son soutien dans la gestion des pénuries. La plupart des pays européens avec lesquels on a échangé ont renforcé la centralisation depuis la crise sanitaire. Et par ailleurs, on a beaucoup d'échanges avec la Commission européenne également, qui a eu beaucoup de problèmes de coordination de l'ensemble des acteurs pendant la crise sanitaire et qui verrait d'un intérêt fort le fait qu'on puisse parler d'une seule voix au niveau français.
Voilà. Donc c'est, je pense, dans le cadre de l'ensemble de ces réflexions qu'on réitère cette proposition d'opérateur unique coordonné par l'État qu'il faudrait mettre en place. Très bien, je vous remercie. Je vais donner immédiatement la parole à notre rapporteur, Laurence Cohen, pour une première série de questions et peut-être quelques précisions sur les propos tenus. Oui, merci Madame et Monsieur pour vos propos introductifs qui brossent bien finalement le champ de vos compétences. Peut-être deux précisions. Donc, la première pour Monsieur Walid Benbrahim, vous avez parlé d'avoir l'ambition de la création d'une filière d'achat souverain. J'aimerais que vous nous en disiez plus, c'est-à-dire sur quoi exactement. Et Madame Denis, vous venez de parler finalement concernant l'approvisionnement votre recommandation sur une pharmacie interne liée au territoire. Je voudrais également avoir des précisions, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit en réalité de ce que fait l'AGEPS ou ce que faisait l'AGEPS, puisque petit à petit, malheureusement, elle a de moins en moins de possibilités et elle se heurte quand même au fait que normalement, elle doit pas se retrouver sur le terrain concurrentiel. Donc, ce sont ces précisions-là. Et je vais enchaîner, pardonnez-moi, et je vais enchaîner sur des questions. Concernant les tensions d'approvisionnement et les ruptures de stock, quelles situations vous ont paru les plus marquantes au cours des dernières années par leur durée ou par le risque encouru pour le patient, et notamment avoir des précisions sur les types de produits qui étaient les plus concernés. Et j'entends par là, effectivement, le niveau des classes thérapeutiques, et ça veut dire aussi bien les génériques sous brevet ou les produits nature. Du coup, quel est l'impact de ces situations donc, sur les finances hospitalières? Quel coût ça a? Vous avez tenu à nous préciser le fait que vous parliez de mutualisation des achats, ce qui ouvrait effectivement un champ plus important. Mais quels sont les avantages que vous voyez à ces mutualisations et quels sont aussi les inconvénients? Il y a peut-être un petit souci, c'est consistant à la structuration de l'achat public. La structuration de l'achat public hospitalier voit la coexistence de plusieurs entités juridiques, d'ailleurs que vous avez nommées dans vos propos introductifs, que ce soit l'AGEPS, donc l'UniAchat, l'UGAP. Et est-ce que ça vous paraît satisfaisant du point de vue de la prévention et de la gestion des pénuries des médicaments? Ma cinquième question, et vous, madame, vous l'avez dit au niveau du RESA, vous avez parlé du programme phare. Donc, ce programme qui a été mis en œuvre par la DGOS depuis octobre 2011, et il semble placer la recherche d'économie au centre de l'achat hospitalier. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, quels sont les blocages, les limites? Sixième question, qu'en est-il du critère du lieu d'implantation des sites de production qui sont consacrés par l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022? Et je pense notamment à d'autres critères qui peuvent être relatifs à la responsabilité sociale et environnementale. Est-ce que ces critères-là interviennent? Dans les auditions que nous avons eues, certains de nos interlocuteurs nous ont beaucoup parlé effectivement de ces critères sociaux et environnementaux, et le fait que les entreprises soient délocalisées dans un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes exigences que la France ou que les pays européens pouvait entraîner justement des ruptures d'égalité en relocalisant sur le sol français. Est-ce que vous pensez que le rôle des acheteurs peut être éventuellement d'accompagner une politique industrielle donc de relocalisation? Ça va avec ce que je vous ai dit précédemment. Relocalisation en France,
mais aussi au niveau de l'Union européenne. Nous avons encore insisté ce matin lors de notre audition avec Madame Bachelot sur le fait qu'effectivement, il y avait une nécessité de relocaliser en France, mais en même temps, on n'était pas axé sur franco-français et qu'il fallait avoir une vue européenne et qu'il y avait la nécessité qu'il y ait justement une coordination pour qu'il y ait une efficacité plus grande. Mon autre question, elle touche sur le caractère, on nous a signalé le caractère, disons, trop massif des appels d'offres hospitaliers. Est-ce que finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez une attention, en tout cas spéciale, particulière, face à ce problème, et notamment en étant très attentif à la diversification des fournisseurs? Enfin, je suis presque arrivée au bout de mes questions, mais est-ce qu'il vous arrive de constater, a posteriori d'ailleurs, que des laboratoires ont pris des engagements qu'ils n'étaient pas certains de tenir, mais ils l'ont fait parce qu'ils voulaient remporter des marchés importants? Et est-ce que ça nous a été signalé? Est-ce que vous avez pu voir qu'un certain nombre de distributeurs, finalement, choisissent de s'engager sur la fourniture de volume sans être toujours capable d'en assurer la continuité, la qualité? Est-ce que vous avez des exemples précis à nous donner? Enfin, les conditions tarifaires de l'achat de médicaments aux industriels par les établissements de santé, est-ce que ça contribue à la création de situations de pénurie ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et la toute dernière question, c'est dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, qui a été publié en septembre 2017, la Cour des comptes préconisait de mettre fin au régime de liberté des prix propre aux établissements de santé et de mettre en quelque sorte en place un régime commun à la ville et à l'hôpital en confiant au CEPS la fixation du prix des médicaments hospitaliers, sur le modèle d'ailleurs du prix administré des médicaments remboursables qui sont dispensés par les officines de ville. Quels pourraient être les avantages d'une telle évolution du point de vue de la lutte contre les pénuries? Et vous qui êtes au cœur du système, est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Quels sont les avantages et les inconvénients? Donc beaucoup de questions, pardonnez-moi. Vous pouvez vous partager évidemment les réponses pour que chacun puisse finalement apporter des précisions aux questionnements que j'ai faits, mais qui vont être suivis par d'autres questions de mes collègues. Je vous remercie. Merci. Alors, si je me permets de démarrer, je vais répondre à quelques questions dans le désordre, mais avec un fil conducteur que vous verrez assez clair. La première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est la quatrième, sur la multiplicité des structures d'achat public à l'hôpital. Ça me paraît important de commencer par ça, parce qu'effectivement, c'est disons une curiosité à laquelle on est confronté, notamment quand on discute avec d'autres administrations qui ont unifié leurs achats, mais c'est un état de fait qui aujourd'hui a été construit depuis de nombreuses années. Vous voyez que vous êtes face à des institutions, et il y en a d'autres qui ont plusieurs dizaines d'années de vie. Et moi, mon sentiment face à ça, c'est que il faut se méfier d'une solution simple qui pourrait consister à dire on met tout le monde sous le même drapeau et on crée une superstructure qui va tout gérer. Ça me paraît pas forcément la bonne réponse, très complexe, long à mettre en œuvre, et puis peut-être une couche supplémentaire qui serait pas forcément très efficace, parce que derrière, il y a quand même une notion d'urgence face à un certain nombre de constats, et il faut être, pour moi, pragmatique et efficace. La façon de faire, pour répondre à votre première question, revenir sur notre proposition d'achat souverain, ce qui est important par rapport au rôle de l'État, et j'ai entendu les propositions de mes collègues à côté de moi, le rôle de l'État sur ces sujets-là, à mon sens, bien sûr, c'est mon avis, doit être stratège, pas opérateur. L'État doit définir ce que c'est la stratégie de souveraineté, définir quels sont les segments prioritaires, définir des objectifs à atteindre dans une stratégie d'achat souverain et évaluer si les objectifs sont atteints ou pas. Et ensuite, les opérateurs d'achat, et c'est différent, et je pense que ces opérateurs-là ne doivent pas être confondus avec l'État, peuvent ensuite agir, et pour ce qu'on considère, nous, comme étant aujourd'hui une priorité, c'est-à-dire la création d'une filière d'achat, c'est-à-dire d'une équipe d'acheteurs
et notamment de pharmaciens dont on dispose aujourd'hui. Nous avons 20 pharmaciens spécialistes des achats à Uniachat, dont certains sont d'ores et déjà partants pour constituer cette équipe, serait à la fois de conduire des appels d'offres spécifiques. Quand l'État définit une entreprise dont il faut sauvegarder l'activité, quand l'État identifie des segments prioritaires, notamment par rapport à ce qui a été vu pendant la crise Covid et des médicaments critiques dont on n'a pas eu le bénéfice pendant plusieurs jours, parfois, ou sur lesquels on a été obligé de contingenter, nous demande de faire des appels d'offres spécifiques et, à côté de ça, d'organiser, de structurer, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du système et de cet écosystème qui effectivement paraît un peu éclaté, puisse monter en compétences, puisse être coordonné et qu'on ait cette filière qui soit à la fois productrice d'appels d'offres spécifiques dédiés à la souveraineté et qui aide à faire monter en charge et à faire monter en compétences, en expertise, l'ensemble des acheteurs hospitaliers dont certains sont très démunis. Vous imaginez que parfois on a des groupements régionaux, il y a un pharmacien pour un groupement régional qui doit piloter des appels d'offres pour des dizaines d'établissements. Donc ce n'est pas possible pour lui de tout mener et notamment d'arriver à ce niveau d'expertise sur l'achat souverain. Pour répondre à une autre question, oui, une centrale d'achat, et c'est dans la continuité, doit être le bras armé de l'État dans la politique de réindustrialisation et de souveraineté sanitaire. Ça, c'est notre positionnement et nous, on est prêt à le faire et on a fait ces propositions-là. Les relocalisations, elles sont aujourd'hui stimulées par l'offre. Et l'État aide des industriels, et c'est tant mieux, à se réimplanter ou à maintenir leur activité en France, mais il faut aussi stimuler la demande. Et c'est là où nous pouvons agir, et c'est là où nous avons toute notre légitimité pour organiser, grâce à notre réseau, puisque nous avons, sur certains appels d'offres, nous avons 450, 500 hôpitaux qui sont avec nous sur l'appel d'offres, on peut faire boule de neige et structurer une demande qui va sécuriser le débouché pour un industriel. Mais, et ça répond à une autre de vos questions, ça n'est malheureusement pas souvent pas suffisant, puisque des industriels avec lesquels nous discutons aujourd'hui sur des projets de réindustrialisation nous disent « vous n'avez pas, même avec tous les hôpitaux que vous avez, vous n'aurez pas les volumes suffisants pour nous garantir une production. Et donc, il faut avoir une approche européenne. C'est indispensable. Et cette politique de souveraineté, elle ne peut que se construire dans cet environnement européen. Je laisse peut-être mes collègues répondre sur les sujets un peu plus précis, notamment donner des exemples de pénuries un peu emblématiques, et puis répondre à d'autres questions le temps que je reprenne mon souffle. Oui, merci de ce temps d'échange. Moi, je voudrais profiter de cette instance pour faire un témoignage de ma pratique, puisque je suis avant tout praticien hospitalier au sein d'un CHU, et que donc je trouve qu'il y a un paradoxe quand on dit les méga appels d'offres génèrent des pénuries. On vous a donné quelques chiffres. Malgré nos 4 milliards d'achats pour Uniachat, à l'échelle mondiale, on ne représente rien. On représente moins de 0,5%. Donc, on n'est absolument pas visible. Et si je prends l'exemple des médicaments dérivés du plasma, dont j'ai été amenée à m'occuper de façon extrêmement prégnante, si nous n'avions pas eu cette dimension au niveau du territoire national, je pense qu'il y aurait eu des difficultés beaucoup plus aiguës pour nos patients. Je parle notamment de la pénurie en immunoglobuline, en albumine. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans des détails. Mais nous avons donc pu, de par la connaissance que nous avons de nos adhérents et des besoins de nos adhérents, qui nous ont alertés immédiatement, mais de façon très fine, avec les cohortes de patients, avec les indications, pouvoir évaluer véritablement les besoins. Nous sommes évidemment en lien direct avec les fournisseurs. Vous savez que des fractionneurs, il y en a très peu, ça se compte sur la poignée d'une main au niveau mondial. On a la chance d'avoir un fractionneur français, donc avec lequel nous entretenons des relations extrêmement étroites, qui malheureusement a un problème d'outils industriels qui est défaillant, qui est en cours de réhabilitation, enfin de reconstruction, donc les choses ne peuvent que s'améliorer. Mais donc il a fallu composer avec toutes ces dimensions-là, et donc avec la NSM et avec la DGOS, puisque nous avons travaillé évidemment en collaboration étroite avec ces services-là, nous avons pu dire voilà, nous sommes arrivés à capter tel volume de médicaments dérivés du plasma, et donc là il ne s'agissait pas de mettre en concurrence, l'idée c'était d'aller chercher tous les volumes que tous les fractionneurs
pouvait nous fournir, voire d'aller chercher des molécules à l'export et d'obtenir de la part de la NSM des autorisations d'importation. Et là, je ne rentrerai pas dans la mécanique des prix, puisque là, pour le coup, on est sur des prix administrés. Et donc, on a eu une autre problématique. Et à partir du moment où on avait réuni ces volumes-là, avec la DGOS, établissement par établissement, on a dit, ben voilà, on va donner tant de grammes à tel CHU, tant de grammes à tel CHU, et on a fait ça tous les mois pendant quasiment un an. Et ça, on a pu le faire parce qu'effectivement, on a pu rassembler les besoins de nos adhérents du terrain. On est en proximité avec nos fournisseurs et donc on a pu concaténer ces données et faire en sorte de passer cet écueil qui aurait pu être extrêmement douloureux le mieux possible. On a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Je ne vais pas faire un péché d'optimisme. Enfin, voilà. Donc c'est ce qui nous permet, nous, d'être réactifs et d'agir sur le terrain. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que praticien hospitalier d'un CHU, et en tant que coordonnateur UNIACHA, notamment pour les médicaments dérivés du plasma, vous comprenez bien que je n'ai aucun intérêt à générer de la pénurie, puisque de toute façon, j'ai la double casquette et je suis impactée aussi par les pénuries. Et donc, je suis très, très attentive au fait que les patients qui passent dans nos établissements et nos prescripteurs puissent disposer de tout l'arsenal thérapeutique dont ils ont besoin. Et mes équipes et moi-même, nous œuvrons pour aller dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas dire que les méga appels d'offres, d'ailleurs, effectivement, je ne sais pas ce que c'est, puisqu'on est complètement sur du multi-attributaire, et c'est l'inverse, on essaye de capter la totalité des volumes, génère des pénuries, puisque c'est exactement l'inverse que nous essayons d'obtenir. Je vais laisser mon confrère donner un autre exemple pratique. Alors, avant, je voulais peut-être témoigner notamment sur l'ingénierie contractuelle qui conduit à diversifier les sources d'approvisionnement, puisque c'était une des questions, et nous avons donc recours de manière très massive à de la multi-attribution sous différentes formes. Toutes les formes de multi-attribution ne se prémunissent pas des ruptures d'approvisionnement. Il y a une forme qui a, à nos yeux, un intérêt, qui est la multi-attribution, qui permet de répartir des volumes simultanément sur plusieurs fournisseurs, et qui a deux prérequis à sa mise en œuvre. Le premier, c'est l'évaluation. Bon, alors évidemment, sur des molécules qui justifient, qui ont une criticité intrinsèque du fait de leur place dans l'arsenal thérapeutique, hein, évidemment, et éventuellement un passif de rupture d'approvisionnement. Et nous sélectionnons ces molécules et qui relèvent du champ concurrentiel. Nous avons donc recours pour ces molécules à condition que nous ayons un volume de mutualisation qui soit suffisant. Et du coup, c'est plutôt une force de mutualiser ces volumes, et nous sommes attentifs à des volumes qui sont suffisamment mutualisés, massifiés, pas tant en valeur absolue mais en valeur relative sur notre poids sur le marché français. Donc c'est pas un dimensionnement économique ou par rapport à un nombre d'UCD, c'est le poids que l'on représente qui détermine notre capacité ou notre intérêt à répartir ces volumes sur plusieurs acteurs. Ça, c'est le premier aspect. Et évidemment, dans cette pratique, nous ne devons pas conduire à multiplier les références au sein d'un même établissement qui se traduirait, outre par de la désorganisation, par un risque d'usage en interne. Et les conditions qui sont exigées finalement pour avoir recours à cette multi-attribution in fine, c'est évidemment que nos fournisseurs n'aient pas la même chaîne d'approvisionnement, puisqu'on peut retenir plusieurs fournisseurs différents mais qui se trouvent avoir la même structure de production, et ça serait un écueil. Et puis que cela ne se traduise pas non plus par une dégradation sur d'autres aspects, notamment sur la qualité, les critères de qualité des produits que nous retenons, ou une dégradation d'ordre économique qui ne justifierait pas le recours à une deuxième source. Peut-être pour préciser un petit peu, donc, nous répartissons sur les molécules que nous jugeons donc critiques et qui sont donc une short list de médicaments d'usage essentiellement hospitalier, les volumes sur des groupes, des zones géographiques, des aires géographiques, avec donc un fournisseur pour une zone, un autre fournisseur pour une autre, sous réserve que les conditions que j'ai évoquées soient réunies.
Voilà pour la unité d'attribution. Donc, passer la parole à Madame Denis. Merci beaucoup. Oui, peut-être réponse à quelques questions, puis je laisserai la parole aussi à Juliette Jacob sur quelques autres points un peu plus techniques. Concernant la notion de pharmacie de territoire et la comparaison éventuelle avec la GEPS, oui, il y a une partie, en tout cas, des missions de la GEPS, parce que la GEPS a des missions très larges, bien plus larges que pharmacie de territoire. Là, on est vraiment sur les aspects approvisionnement, logistique, c'est-à-dire la centralisation des commandes, la gestion des stocks en commun. Donc ce serait sur ce volet-là qu'on pense qu'avoir des pharmacies de territoire peut avoir du sens. Il y a vraiment une question sur les stocks, sur les médicaments et sur d'autres produits à l'hôpital, mais sur les médicaments notamment. Et cette notion de gestion au niveau du territoire à une échelle à définir, puisque, en l'occurrence, si on fait la comparaison avec la GEPS, on est au niveau Paris, Île-de-France. Voilà, donc le territoire est à définir en fonction des contraintes régionales, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes contraintes sur l'ensemble des territoires. Concernant les avantages et inconvénients de la mutualisation, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a une notion de mise en commun d'expertise. Et un des gros avantages de la mutualisation, c'est de pouvoir avoir des experts sur l'ensemble des sujets qui sont traités et l'ensemble des axes de ces sujets, que ce soit des pharmaciens, des logisticiens, des juristes, puisqu'il y a des techniques juridiques liées à la commande publique qui sont assez fortes. Donc voilà, c'est un avantage très fort de la mutualisation, c'est la mutualisation de l'expertise. Pas possible d'avoir des experts dans chaque groupement régional, pas possible d'avoir des équipes assez nombreuses de pharmaciens dans l'ensemble des groupements régionaux, chose qu'on peut faire sur des groupements à l'échelle, par exemple, des opérateurs qui sont présents. S'agissant du programme phare, vous avez évoqué le fait qu'effectivement les gains sur achat étaient un élément central du programme phare, ce qui était vrai au début, ce qui est pour partie toujours le cas aujourd'hui, mais ils ont fait rentrer beaucoup de nouvelles thématiques qui intéressent aussi les achats de produits de santé, donc notamment les chantiers liés à la logistique, à l'approvisionnement, les achats responsables. Donc voilà, je pense qu'il y aura toujours ce volet gain sur achat, puisque c'est quand même un programme à vocation également économique et qui a encore des efforts à faire, pas forcément sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, mais sur d'autres segments d'achat, oui, et avec de nouvelles considérations qui sont entrées progressivement dans le cadre du programme. Et enfin, s'agissant du fait qu'il y ait plusieurs opérateurs, la question pour nous, comme vous l'avez compris, n'est pas tant le nombre d'opérateurs, mais plutôt la façon dont ces opérateurs vont réaliser leurs achats et mettre en œuvre des politiques achats à plusieurs niveaux. Oui, alors du coup, nous aussi, dans nos établissements, outre les molécules qui ont été impactées pendant la crise Covid, où forcément nos établissements également ont été impactés, également l'amoxicilline et le paracétamol l'hiver dernier. J'ai en tête deux grosses classes thérapeutiques fortement impactées par les ruptures. Mes collègues du NIHA en ont parlé, c'est les immunoglobulines polyvalentes. C'est donc médicaments dérivés du sang. Ça a été un impact très, très, très fort pour nos établissements. Et en consortium, on a travaillé fortement avec les fournisseurs justement pour voir comment, de manière pérenne, on pouvait référencer les différents fournisseurs, diversifier justement pour éviter aussi l'assèchement de la concurrence. Donc là, on est parti sur des appels d'offres où on a 4 fournisseurs en fonction des spécificités des immunoglobulines. Le deuxième point où là, nous, en tant que RESA et établissement du RESA, on a été impacté récemment, c'est sur les solutés massifs. Et donc là, justement, on a eu une rupture puisqu'un laboratoire titulaire de notre marché a été en difficulté financière. Et donc, grâce à notre procédure d'achat que nous avons au RESA, qui est le système d'acquisition dynamique, nous avons pu relancer rapidement un marché pour pouvoir référencer un nouveau titulaire dans un temps imparti court pour ne pas continuer la rupture d'approvisionnement. Voilà. On a eu une rupture annoncée à peu près en décembre dernier. On a un nouveau titulaire là qui commence le marché en
début mai. Ce qui nous a permis d'avoir une continuité et rapidement un nouveau titulaire de marché. Merci pour vos réponses, mais je suis toujours en attente sur 3-4 questions, mais je vous en avais pas posé beaucoup. Donc, j'aimerais avoir plus de précisions sur les situations de tension d'approvisionnement et de rupture de stock qui vous ont paru les plus marquantes ces dernières années. Donc, vous l'avez dit un peu, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Vous n'avez pas, me semble-t-il, répondu sur finalement l'impact de ces situations sur les finances hospitalières. Hein, ça me paraît quand même assez important. Concernant les critères qui pourraient entrer en ligne de compte, et je pense, je vous avais signifié notamment les critères concernant l'environnement et les critères également sociaux, donc l'implantation des sites de production. Et enfin, vous n'avez pas non plus, me semble-t-il, répondu au fait que nous avons pu constater que certains laboratoires prennent des engagements parce qu'ils veulent absolument avoir le marché, mais en réalité, ils n'ont pas les capacités de tenir leurs engagements. Est-ce que vous avez été témoin de ces situations ou pas ? Et puis la toute dernière question, où il me semble que vous n'avez pas pu répondre, c'est l'avis le rapport de la Cour des comptes concernant la liberté des prix propres aux établissements de santé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci pour vos précisions. Merci. Alors, on va tâcher de reprendre certaines questions. Sur la question des prix, je vais commencer par là. On a effectivement, de toute façon, le sentiment, c'était l'avant-dernière et la dernière question, que les conditions financières qui sont consenties aux établissements de santé contribuent et participent à un système de régulation des prix du médicament qui est un peu à deux vitesses, mais ça a été dit lors d'un certain nombre d'auditions devant cette commission. On a effectivement un certain nombre de médicaments, une fois qu'ils tombent dans le domaine public et que le brevet saute, qui sont négociés à des prix très bas, et des médicaments très innovants, dont on peut aussi derrière se poser la question du système de financement de cette innovation qui est particulièrement socialisé et public, et qui entraîne effectivement cette fois-ci des prix très hauts, voire même prohibitifs pour un certain nombre de traitements très innovants. Mais c'est les conditions d'accès à l'innovation pour les patients qui en ont besoin. Nous, on fait ce constat évidemment aussi, puisqu'on a l'occasion d'aller sur toutes les échelles de prix, et on plaide, mais j'allais dire, c'est des propositions qui sont déjà dans le domaine public, à ce que cet écart qui est vraiment très important puisse se réduire. On n'a pas la main, surtout la fixation des prix, on y contribue, mais on n'a pas la main, et c'est ce qu'on a pu dire notamment dans certaines missions pour lesquelles on a été auditionné. Sur le sujet, peut-être je vais laisser Audric vous parler du sujet des critères environnementaux, puisqu'on a un exemple assez parlant, critères RSE environnementaux, sur un appel d'offres qu'on a mené récemment, pour vous éclairer sur ce sujet-là. Effectivement, donc, et ça rejoint donc la question des lieux de production que l'on recense, que l'on cartographie au travers de nos appels d'offres, et qui sont intéressants dans leur évaluation, notamment sur l'évaluation de l'impact environnemental, de son estimation, mais aussi sur d'autres critères d'analyse de risque que l'on détermine en fonction de la localisation des sites de production, des principaux sites de production, de l'éclatement de ces chaînes de production, du niveau d'intégration des sites chez les différents acteurs, et éventuellement de la diversification, puisqu'on cherche, nous, à diversifier nos approvisionnements au travers de plusieurs fournisseurs, mais nos propres fournisseurs peuvent avoir les mêmes stratégies, et c'est des choses que nous évaluons et que nous apprécions d'un point de vue de la maîtrise du risque. Sur la dimension environnementale, effectivement, la localisation nous sert à une évaluation sur les différentes étapes, les principales étapes, la production de matières premières, la production de produits finis, le façonnage, et de manière plus dérogatoire sur le transport, à approximer
un impact environnemental et donc à le valoriser. La mise en commun, finalement, je parle des deux critères parce qu'il y a la dimension environnementale et la dimension de gestion du risque qui conduisent, et on a fait cette analyse, je vais vous en parler, à valoriser finalement des entreprises qui produisent en circuit court et notamment dans des pays européens. On a expérimenté ces critères de choix dans la consultation sur les anti-infectieux. Et pour un quart des lots sur lesquels donc, nous avons appliqué ces critères, l'attribution a été modifiée. On a fait rétrospectivement le calcul des attributions si jamais nous n'avions pas mis en place ces critères. Et les résultats auraient été différents. Et ces résultats ont été favorables à des sites de production européens. Sur votre question concernant l'engagement des industriels, effectivement, nous pouvons constater à plusieurs reprises un désengagement de l'industriel entre le moment où il répond à nos appels d'offres, donc ce qu'on appelle la DLRO, la date limite de remise de l'offre, et le moment du démarrage du marché, où il nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir un fournisseur qui, d'une façon ou d'une autre, tente de retirer sa promesse en disant soit je n'ai plus les volumes, soit le prix auquel je vous ai répondu, puisqu'on s'inscrit quand même sur un temps très long. Hein. Ces appels d'offres, entre le moment où on commence à les travailler et le moment où on les attribue, c'est 1 an de travail. Donc effectivement, au cours de ces dernières années, on a vécu cette période de crise et on a beaucoup parlé d'imprévision. Et donc effectivement, on a un certain nombre d'industriels qui nous ont dit on vous a fait une proposition de prix il y a 5, 6, 7 mois qui n'est absolument pas tenable aujourd'hui. Donc je souhaite être désengagé de ma promesse. Vous comprenez que ça, d'abord dans le cadre du Code de la commande publique, 1, c'est pas possible, et 2, dans le cadre de l'organisation de nos hôpitaux, c'est pas possible non plus du jour au lendemain de dire on n'a pas de fournisseur, il faut recommencer. Donc tout ça, c'est assez compliqué, ça alourdit considérablement le process, mais c'est notre travail d'acheteur, hein, donc d'arriver à trouver dans la négo un terrain d'entente qui permette de continuer à approvisionner les établissements tout en étant dans un surcoût tout à fait contraint et qu'on puisse admettre. Maintenant, sur la question des coûts, moi, la seule question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que l'innovation devient le seul moyen de financement de l'industrie pharmaceutique ? Puisque parallèlement à ça, je m'occupe aussi de thérapie cellulaire, de thérapie génique. Effectivement, ça a été dit, on a des coûts de traitement unitaires par patient qui sont stratosphériques. Et à côté de ça, on a des molécules matures. Certes, elles sont matures, mais le prix est ridiculement bas et on a du mal à connaître quel est le vrai prix de revient d'un médicament. Quel est le vrai prix de revient? Combien ça coûte la production d'un médicament? Et même nous, dont c'est le métier, franchement, il y a un brouillard qui fait qu'on a un problème de lisibilité. Docteur Jacob? Oui, donc nous, peut-être, sur l'impact économique, forcément, moi, j'ai pas de chiffres là à vous donner sur les établissements du RESA. Je pourrais peut-être vous trouver l'information et vous l'envoyer a posteriori. Mais forcément, il y a un impact en surcoût puisque, de manière générale, un fournisseur qui se trouve en défaillance on va forcément aller chercher auprès d'un autre fournisseur et le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le prix non plus du fournisseur qui va substituer l'alternative. Et donc, on se retrouve avec des surcoûts pour les établissements qui vont avancer les frais, avec des procédures d'achat pour compte qui, parfois, vont jusqu'au contentieux, puisqu'en fonction de le moment où était la rupture, est-ce que j'étais en rupture, est-ce que j'étais pas en rupture, finalement, l'établissement est impacté aussi par cette rupture en termes de surcoût, puisque on n'a généralement pas un tarif qui est préférentiel quand on est un substituant à l'alternative. Donc ça, c'est sur le premier point. Je n'ai pas de chiffres là à vous avancer, mais on pourra essayer de vous en apporter. Le deuxième point, c'est sur les exemples de critères qu'on met sur la sécurisation. Nous, on a deux gros axes de critères. L'un qui est en prévention de la rupture, avec les moyens mis en œuvre pour garantir tout défaut d'approvisionnement. Ça rejoint exactement ce que mes collègues d'UniHA font, à savoir
de recenser le nombre de sources d'approvisionnement, la localisation, le type en matière première, mais également en produits finis, la localisation européenne, voire française si elle existe, mais également les moyens mis en cas de rupture. Donc, c'est les moyens mis en œuvre pour informer les disponibilités des produits. Est-ce qu'on a des propositions d'alternatives, d'importation? Est-ce qu'il y a des modalités de règlement des pénalités? Je tiendrais à rappeler quand même que la pénalité, justement, ça permet de responsabiliser quand même un petit peu le fournisseur. Et justement, pour revenir au point que vous abordiez sur les engagements, on a des cas, en effet, alors je n'ai pas là en tête de cas précis sur un laboratoire qui s'est engagé en amont et qui s'est tout de suite retrouvé en défaillance, mais ça existe. Et donc, c'est vrai que ces pénalités, elles peuvent être dissuasives sur ces candidats-là, et c'est pour ça qu'on souhaite les maintenir quand même dans nos cahiers des charges. Sur la RSE, idem, on a des critères qu'on a mis en place. On demande notamment des certifications qui sont un petit peu des normes en termes de responsabilité sociétale et environnementale. On regarde aussi un petit peu au niveau du transport, s'il y a une optimisation des tournées, une optimisation des taux de remplissage des camions, s'il y a des certifications éco-conduite. Ça, c'est ce qu'on commence à demander. Je dirais que l'importance, c'est quand même aussi dans la charge et l'importance, le nombre d'informations qu'on demande aux fournisseurs. Ça serait quand même plutôt intéressant qu'en tant que centrale d'achat, on ait une grille un peu commune, puisque ça permettrait aussi de, justement, réunir un peu les informations qu'on demande et puis savoir comment on évalue ces informations, comment on note ces informations, puisque c'est, en tant que pharmacien, pas forcément notre cœur de métier, mais ça va le devenir, puisque ça prend une place de plus en plus importante aussi dans nos critères d'évaluation de nos produits au moment où on passe les marchés. Donc vraiment, des critères qui peuvent être communs ou pas, mais en tout cas des informations, des types de documents qu'on demande, qui sont bien en lien avec l'objet du marché, et une façon d'évaluer qui serait intéressante de mettre plutôt en commun aussi. Et j'ai répondu, je pense. Qu'est-ce qui me restait? Très bien. Merci. Sinon, je passe aux questions de mes collègues. Très bien, merci beaucoup. Alexandra Bourchot-Fontin. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Mesdames et messieurs, merci pour vos propos qui éclairent nos travaux. Je voulais juste vous interroger sur les outils et les technologies que vous utilisez pour suivre et gérer la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Je suppose que vous avez recours à l'intelligence artificielle. Je crois que certains d'entre vous sont passés par Accenture. Si oui, donc comment vous l'utilisez en tout cas pour améliorer justement la traçabilité et puis la transparence de la chaîne justement d'approvisionnement de médicaments? Je fais une salle de questions et après Laurence Muller-Braun. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci pour vos éclaircissements. L'hôpital étant l'acteur le plus exposé en situation de crise, avez-vous un accès prioritaire aux médicaments? Et devrait-il y en avoir un, si ce n'est pas le cas? Vous avez été confronté à la pénurie de médicaments en soins intensifs pendant la crise sanitaire. Quelles leçons avez-vous pu en tirer? Avez-vous établi vous-même, à travers votre réseau, une liste de molécules critiques et de produits de santé indispensables? Merci. Émilienne Poumirol. Oui, merci Madame la Présidente, merci de votre exposé. Vous avez évoqué vous-même le problème du prix et vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas de transparence et que vous aviez du mal un petit peu à vous y retrouver. Et on a le sentiment en vous écoutant qu'il y a quand même une sorte quelque part de chantage, allais-je dire. On répond à l'appel d'offres et puis après on dit oui mais ça a été trop long, mais c'est pas assez, c'est pas les prix négociés, c'était trop loin. Donc on a l'impression que les big pharma font un espèce de chantage et j'aimerais savoir ce qui selon vous justifie l'écart énorme qu'il peut y avoir effectivement avec des prix de produits matures qui sont extrêmement bas. Qu'est-ce qui justifie d'avoir des prix aussi élevés? Vous avez parlé de prix stratosphériques, je reprends votre terme, sur les médicaments
innovants, personne n'arrive à nous expliquer comment on peut arriver au prix de 1 million ou 2 millions d'euros le traitement pour certaines pathologies, en particulier dans les thérapies géniques, alors que effectivement une boîte de Doliprane ou d'amoxicilline, c'est quelques euros. Pascal Gruny. Merci Madame la Présidente. Moi, je vous ai entendu, je trouve que vous avez beaucoup d'attentes sur l'Union européenne. En revanche, est-ce que vous connaissez bien les contraintes de l'Union européenne? Parce que, ça je le dis pour tout le monde, hein, c'est que dans les traités, la compétence santé n'est pas une compétence pleine, c'est juste une compétence d'appui. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est effectivement comme on a fait pendant le Covid, c'est-à-dire des partenariats, des ententes pour essayer de trouver, on va dire, une solution au problème, mais ça ne peut pas se généraliser parce que bien souvent, en fait, au niveau de l'Union européenne, il faut que les 27 soient d'accord tous ensemble et c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc voilà. Moi, j'entends beaucoup vos critères, les volumes, etc. Toutes ces contraintes-là, elles sont pas les mêmes chez les Allemands, sont pas les mêmes dans d'autres pays. Est-ce qu'on n'ajoute pas, nous, en France encore, justement, des critères aux critères, en RSE aussi, et qui font que, en même temps que les prix, qui sont contraints en France davantage que dans les autres pays européens, font qu'une entreprise, elle a plutôt intérêt à vendre ailleurs que chez nous. Et moi, c'était une des... D'ailleurs, on a une fédération du médicament qui avait demandé à être reçue, mais dans le cadre de notre commission des affaires européennes, et c'est ce qu'ils nous avait dit, en fait. C'est que même il y avait une des personnes, parce que c'était des TPE, PME, qui avaient acheté une entreprise et qui vendaient uniquement en dehors de la France, justement pour une question de prix et donc de rentabilité par rapport à un investissement. En fait, donc je me dis... quelle solution, en fait, trouver à ça? Parce que la pénurie, elle est partout, ça, on l'a bien entendu. Mais en revanche, chez nous, elle est accentuée. Pour toutes ces raisons-là, et une raison aussi de surconsommation, souvent de médicaments aussi. Donc, moi, je vais compléter par mes questions. Pour avoir quelques précisions. On n'avait pas répondu sur le coût des pénuries. C'est ce que vous avez vu, vous? C'est une question, comment dire... au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il y a un coût en santé publique et en économie de la santé. Donc, et je pense forcément, avec les substitutions que vous êtes confrontés à ce genre de sujet, en tout cas les hôpitaux le sont sur le terrain, c'est une certitude. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne vos choix, parce qu'on a beaucoup... vous avez évoqué la question des médicaments matures, du fait que... il y a des choix de diminution importante de prix, même en deçà du coût de fabrication des médicaments eux-mêmes, pour des médicaments pourtant essentiels et indispensables pour un certain nombre. Et est-ce que dans vos stratégies, vous avez tendance à privilégier les génériques, par exemple? Est-ce que, puisque du point de vue hospitalier, beaucoup de professionnels voient arriver beaucoup de génériques dans les services et donc ne peuvent pas garder les princeps ou un certain nombre de princeps auxquels ils ont, vous savez très bien, le prescripteur a parfois un peu ses habitudes de prescription, et c'est quand même un sujet sur le terrain au niveau hospitalier. Ma troisième question porte sur le CEPS. Comment s'articule votre politique du prix, puisque quelque part vous intervenez dans la politique du prix du médicament, même si c'est pas le prix grand public, c'est le prix hôpital, mais quand même, avec les choix qui sont faits dans les négociations et les contractualisations avec le CEPS en B2B entre les laboratoires et le CEPS. Est-ce qu'il y a d'hiatus? Est-ce que vous êtes mieux 10 ans, moins 10 ans? Est-ce que vous avez une stratégie qui se fait en collaboration, en coopération, pour pouvoir créer des concurrences, en quelque sorte, entre l'hôpital d'un côté et puis la ville de l'autre. Et puis ma dernière question porte sur les fameux les méga appels d'offres et la pénurie. En réalité, peut-être que c'est quelque chose qui se corrige maintenant, mais il y a eu un moment où les méga appels d'offres, notamment concomitamment avec l'arrivée des génériques et la libéralisation d'un certain nombre
comment dire, de formules qui sont revenues dans le domaine public, etc. À ce moment-là, il y a eu des méga appels d'offres parce que l'objectif était effectivement de diminuer les dépenses de santé au travers du médicament. Et il y a eu un effet d'assèchement sur la production, en tout cas sur le plan européen, c'est certain, mais sur le plan international, des formes de monopole, parce que une rationalisation, qui dit rationalisation, dit moins de monde sur le terrain pour produire. Donc la tendance est à renverser cette situation. Il n'empêche qu'on a bien vu que pour certains médicaments, ça restait quand même un très très gros sujet. Et donc, est-ce que de la part des pouvoirs publics, il y a une demande, une commande auprès de vous pour être co-constructeur, y compris au niveau européen, comme vous l'avez dit vous-même, de ce retour en arrière des monopoles? Alors, je vais commencer par répondre à votre dernière question. Oui, et c'est assumé. Et ce que j'ai dit en introduction, il y a eu effectivement, par la massification, la recherche d'économie dans un contexte, et c'est important aussi de regarder ça du point de vue des industriels, où à un moment, l'industrie pharmaceutique était très concentrée entre quelques laboratoires, et on a vu une évolution, notamment avec les génériques, de producteurs pour le compte d'industriels qui aujourd'hui, pour un certain nombre de gros industriels, ne fabriquent plus eux-mêmes les médicaments et le délèguent. Et donc effectivement, des petits acteurs sont arrivés, et ça rejoint une des questions qui était posée sur comment nous aussi, en tant que centrale d'achat, et c'est une préoccupation qu'on a, on accompagne certaines entreprises qui sont parfois confrontées à la difficulté de répondre à des appels d'offres, à cette complexité. Nous, on préfère ne pas abaisser notre niveau d'exigence, de complexité parfois qui peut être perçu comme tel, parce que c'est ce qu'on doit à nos hôpitaux et à nos adhérents, c'est de traduire leurs besoins avec des appels d'offres qui peuvent effectivement paraître complexes, une multiplicité de critères, des choses qui sont parfois difficiles à percevoir et auxquelles c'est difficile de répondre pour une petite entreprise, mais d'accompagner aussi ces entreprises, parce qu'on peut le faire et on doit le faire. Et un certain nombre d'acteurs et d'acheteurs publics, notamment, on a beaucoup à apprendre des collectivités territoriales qui ont de l'avance là-dessus pour accompagner les acteurs, notamment de leur écosystème territorial, sur l'accès à la commande publique. Donc ça, on a des choses à faire et c'est une des préoccupations. Pour revenir sur un certain nombre de questions, les outils et technologies utilisés, oui, nous avons un processus de montée en charge en termes de système d'information. C'est évidemment un sujet clé, notamment parce que nous avons cette ambition que j'ai donnée en introduction d'être à terme établissement pharmaceutique, donc de gérer aussi l'approvisionnement, c'est-à-dire tout le circuit de commande, de la commande jusqu'à la délivrance du médicament. Donc nous n'utilisons pas encore jusqu'au bout tous ces outils. Nous avons un outil qui s'appelle Hermès, qui nous permet, qu'on a développé en interne, qui nous permet d'avoir ces signaux du terrain, parce qu'on est très attaché aussi à avoir ces signaux de rupture du terrain, et il faut qu'on aille plus loin, et on a prévu effectivement d'aller assez loin dans le développement des outils numériques et de toutes ces technologies qui nous permettront demain, avec des outils prédictifs, de prédire en fait un certain nombre de pénuries en fonction des volumes de commandes, voire même d'autres données épidémiologiques qui devront nous permettre d'anticiper mieux ces commandes. Donc c'est un chemin qui est devant nous, mais sur lequel on est résolument engagé. Sur un certain nombre d'autres sujets, je laisserai mes collègues pharmaciens compléter, mais on a sur les attentes de l'Union européenne, pour répondre à votre question. Alors on est effectivement en attente, mais avec ce qu'on dit, c'est qu'il y a un niveau européen qui est important, avec des débouchés en termes de marché. Et on a des discussions qu'on a avec les instances européennes, notamment la Commission européenne. C'est plus effectivement des partenariats. Il y a un club qui s'appelle le club des Big Buyers qui effectivement permet de partager, d'échanger sur les projets et d'aller chercher avec les industriels des débouchés. Parce qu'encore une fois, quand on discute avec des industriels sur des projets de relocalisation, de fabrication de molécules critiques sur le sol français ou européen, les débouchés du NIHA et ou des hôpitaux français sont jamais suffisants. Donc il faut qu'on aille chercher des débouchés ailleurs sans forcément passer par les instances, qui sont effectivement un peu plus complexes à appréhender. Le coût des pénuries, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour nous, parce qu'on n'est pas dans les hôpitaux, donc on a des difficultés à mesurer. Je l'ai dit tout à l'heure, le coût pour un hôpital en termes déjà de ressources humaines, de travailler sur aller chercher des substitutions,
aller même faire le marché. C'est le rôle qu'on joue à la place des hôpitaux. Quand on parle des circuits d'approvisionnement, on est effaré de voir encore à l'hôpital, et c'est pas une critique, c'est un constat, des circuits d'approvisionnement de commandes qui sont très peu dématérialisés. On utilise encore beaucoup le fax aujourd'hui à l'hôpital pour commander les médicaments. On a, c'est une réalité, on a des circuits de commande. Je discutais avec un pharmacien, un centre hospitalier universitaire, il disait l'autre jour, il a 600 fournisseurs. 600 fournisseurs, c'est 600 factures à traiter. Donc c'est autant de temps agent qui va prendre la facture, vérifier qu'elle est bien, effectivement, qu'elle correspond bien à une commande et une livraison, et ensuite la mandater. Donc tout ça, on a un gisement de productivité important, à la fois économique et écologique, sur lequel on travaille sur un niveau national, parce que encore une fois le niveau régional, il a malgré tout du mal à trouver son retour sur investissement et son équilibre économique. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc nous, on est convaincus que c'est le niveau national qu'il faut pour se positionner comme grossiste répartiteur. Je vous le dis de manière un peu pas forcément tout à fait, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est ce qu'on souhaite faire, du médicament hospitalier, ce qui nous permettra de mobiliser des leviers et de rationaliser les circuits de commande hospitaliers, encore une fois de la commande jusqu'à la facturation, et de redonner du temps aux hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement le sentiment que ça coûte sans qu'on puisse, malheureusement, et je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question. Je laisse peut-être mes collègues. Oui, juste une réponse sur le CEPS, aucun lien. On le déplore, nous n'avons aucun lien avec le CEPS. Aucun lien. Nous non plus. Absolument aucun. Non, et on souhaiterait, pardon, allez-y. Mais on aimerait bien. On aimerait bien. Non, mais nous non plus. Voilà. Oui, non, on a discuté de ces sujets-là, notamment lors d'une audition sur la mission de régulation et de financement des produits de santé. Effectivement, c'est un souhait qu'on aurait, parce qu'on aurait, je pense, des choses à se dire, ça c'est sûr, et des choses à travailler ensemble, mais aujourd'hui, les liens n'existent pas. Je vous laisse peut-être compléter sur des exemples. Non, c'était pour aller dans le sens de nos collègues, que nous non plus, on n'a pas de contact direct, on a les avis de prix au JO comme tous les établissements de santé. Peut-être, moi je veux juste compléter par rapport à, puisque c'est pour répondre un peu à la même question avant de laisser plutôt la parole aux pharmaciens, mais sur l'outil pour gérer la chaîne d'approvisionnement comme INIACHA, nous on est plutôt sur le processus de commande publique, de passation des contrats qu'on n'exécute pas. Ce sont nos hôpitaux adhérents qui vont exécuter, donc on ne gère pas toute cette chaîne d'approvisionnement. Par contre, comme on vous l'a indiqué plus tôt là dans nos échanges, on pense que c'est un endroit où il faut aller creuser, parce que sur toute cette chaîne d'approvisionnement, voilà, il y a de la performance à faire rentrer, il y a des gains à faire sur tout ce système. Aujourd'hui, on a simplement un outil pour gérer, pas les ruptures, mais en tout cas l'information transmise à nos adhérents sur les ruptures, qui est un outil de dialogue entre les laboratoires, le RESA en tant que coordonnateur et les adhérents. Voilà, on a cet outil-là qui a une toute petite partie de la pro, mais après, on n'a pas de système pour gérer la totalité, puisque chaque hôpital aujourd'hui gère son approvisionnement en direct. Madame Bardet. Juste deux compléments sur les surcoûts. Alors évidemment, l'ingénierie contractuelle nous permet quand même de tenter de nous prémunir, avec notamment dès l'attribution des marchés, on a un attributaire de rang 1 et un attributaire de rang 2 avec lequel on a déjà négocié un prix, ce qui permet de nous prémunir des comportements prédateurs de certains fournisseurs, ce qu'on a eu à subir de nombreuses fois. Donc ça, maintenant, c'est à peu près encadré, et de façon à ce que les hôpitaux ne payent pas le prix fort quand on est vraiment au pied du mur et qu'on est prêt à payer n'importe quel prix pour avoir le produit. Donc ça, c'était le premier témoignage. Vous m'avez posé une question, est-ce que vous favorisez les génériques à l'hôpital? Non, pas du tout. On favorise le mieux-disant selon nos critères. Donc parfois c'est le princeps qui gagne, parfois c'est le générique, mais il n'y a absolument pas de volonté de notre part de favoriser l'un plutôt que l'autre. Et le dernier témoignage que je voulais faire, parce qu'on parle beaucoup des médicaments aujourd'hui, c'est l'objet de cette réunion, mais les dispositifs médicaux, la pénurie sur les dispositifs médicaux est quelque chose d'extrêmement prégnant et qui est encore plus facteur de désorganisation dans nos établissements, parce qu'autant pour les médicaments, nous, pharmaciens, avons la compétence, contrairement par exemple aux officinaux à l'hôpital, on a la capacité de faire de la substitution et de définir des équivalences et de pouvoir être très réactif et mettre à disposition
de nos prescripteurs à un plan B. Autant le dispositif médical, notamment le dispositif médical un peu technique, il est très opérateur dépendant, il peut y avoir une courbe d'apprentissage, et là, c'est extrêmement déstabilisant. Et dernier témoignage sur un produit frontière, mais qui est aussi dans le périmètre pharmaceutique, qui sont les solutions hydroalcooliques, dont j'ai la charge pour INIACHA. Et pour éviter effectivement un monopole de fait et d'arroser la totalité du territoire français avec le même fournisseur, on avait tenté des lots géographiques. Donc on a coupé la France en 4. Et donc sur les solutions hydroalcooliques, le problème, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement bien toléré par les soignants, parce que sinon, si ça leur arrache la moitié de la peau, très vite, les soignants vont dire non mais j'arrête, je n'utilise pas, ce qui n'est pas du tout l'enjeu et l'objectif. Et donc on est obligé de faire des essais assez longs, et notamment en période hivernale, qui est la période pendant laquelle la peau est la plus fragile. Et à l'issue de ces essais, en fait, les 4 régions, quelle que soit la météo, puisqu'il ne fait pas la même météo à Lille qu'à Marseille, mais en tout cas, les 4 régions ont souhaité travailler avec le même fournisseur. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on a beau avoir une ingénierie contractuelle qui nous permet de nous prémunir des potentielles ruptures d'approvisionnement, pour autant, on n'abandonne pas la qualité devant un critère qui serait économique, par exemple. Sur ces sujets-là, c'est la qualité qui prime. Donc ça signifie que vous avez des retours aussi des services hospitaliers, par exemple sur certains médicaments qui ont été retenus. Ah, bien sûr. Et vous avez, bien sûr. Enfin, vous avez un feedback. Oui, bien sûr. Oui, il y a un suivi d'exécution. Tout au long de l'exécution du marché, on a des retours qu'on collige et on en fait un REX pour l'itération suivante, et on tient compte de ces différents témoignages. Oui, peut-être pour compléter sur la question sur la liste des molécules critiques. Donc oui, nous réalisons des listes, des shortlists, et c'est ce que j'évoquais dans mon propos tout à l'heure, et c'est ce qui définit la stratégie d'achat finalement qui va être déployée. Et c'est typiquement sur ces médicaments que l'on juge critiques de par leur place dans l'arsenal thérapeutique et de la structuration de leur chaîne d'approvisionnement, éventuellement des éléments que l'on aurait pu détecter en termes de dépendance vis-à-vis de certaines zones géographiques sur certains aspects, par exemple la production de matières premières, ou de manière moins évidente sur le façonnage. Et donc la stratégie de diversification porte en priorité sur ces molécules-là. Sur les autres molécules, celles par ailleurs où nous avons des parts de marché qui sont relativement modérées, parce que par exemple les médicaments sont aussi disponibles sur le circuit ville, nous avons plutôt recours à de l'attribution avec un rang 1 et un rang 2, avec la précontractualisation finalement qui nous donne une réactivité plus grande au moment de l'arrivée d'une rupture avec un prix qui est précontractualisé. Peut-être sur la notion du surcoût. Donc, comme cela a été expliqué, nos marchés prévoient que le différentiel de coût que l'on aurait en recourant à un deuxième attributaire ou à un autre fournisseur au moment d'une rupture est porté à la charge de celui qui a été défaillant. Dans l'ingénierie contractuelle que l'on développe, notamment sur les molécules critiques, et dans la mesure où les niveaux de prix qui sont contractualisés entre les deux attributaires qui font l'objet d'une zone d'attribution sont à peu près proches, nous avons modifié finalement, et cette clause n'était plus nécessairement pertinente, et elle a été remplacée plutôt par une modalité de pénalité en réalité, ce qui finalement génère des recettes ou un dédommagement, on pourrait plutôt appeler ça un dédommagement, pour les établissements plutôt qu'un jeu de passation de trésorerie comme ce qui s'opère quand on a recours à de l'achat pour compte. Et peut-être pour la question sur le hiatus entre les molécules matures et les molécules innovantes, en fait, la modalité de détermination de ces prix n'est absolument pas la même. Les molécules innovantes font l'objet d'une évaluation médico-économique, là où les molécules matures sont, par le jeu de la concurrence, les prix sont déterminés. Je parle pour ce qui est des prix hospitaliers, pas des prix réglementés en ville, sont finalement calqués, définis par l'industriel au vu des exigences de nos contrats et en fonction de son coût de revient industriel. Donc c'est peut-être ce qui explique qu'il y a potentiellement une grande différence, puisque le coût industriel n'est pas le critère de détermination du prix pour les molécules innovantes. Alors, oui. Alors, vous avez toute une structuration, non, mais... On essaie de réguler la parole.
Allez-y. Lorsque les prix sont réglementés, c'est le CEPS qui, in fine, attribue un prix de remboursement pour ces prix-là. C'est ce qu'on a eu à l'issue de l'audition du CEPS. Première fois. Okay. Est-ce qu'il peut arriver que vous payiez plus cher un médicament, le CEPS? Alors, en théorie, non. Non. En théorie, non, et dans la pratique, clairement pas. Même si c'est assez difficile de comparer, puisque nous avons connaissance des prix qui sont réglementés, qui sont des prix faciaux, nous ne connaissons pas le montant des remises, etc. Donc je ne m'avancerai pas sur le niveau, la comparaison. Néanmoins, par rapport au prix facial, c'est certain que nos prix, du fait du jeu de la concurrence, sont inférieurs et sont déterminés par les industriels eux-mêmes au moment de la réponse à leurs appels d'offres, sur la base des éléments que j'ai apportés pour les... Bien, merci beaucoup. On a tenu les délais. Merci pour vos réponses si complètes. Et puis, on vous fera parvenir peut-être un questionnaire complémentaire si nécessaire. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions en plus. Merci beaucoup.